Je laisse la parole à notre cher docteur Pierre Tesson, qui est chirurgien vasculaire et qui, lui, n'a pas fait de gym ni de voile, mais il a participé aux championnats nationaux de football en salle. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour ce format. C'est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses précédemment. Donc moi, je vais vous parler du piège poplité et plus précisément de l'artère poplitée piégée. On entend par piège la compression de l'artère, soit nous allons voir par un phénomène anatomique, soit par un phénomène fonctionnel. Vous allez voir que c'est une symptomatologie qui se rapproche fortement du syndrome de Loge chronique. Mais globalement, il faut avoir ces deux hypothèses en tête et avec de l'expérience clinique, avec des examens paracliniques, on finit par faire la différence. Donc, le piège poplité fait partie de l'artériopathie non athéromateuse, donc qui soit d'origine embryologique et dans ce cas anatomique, soit elle sera fonctionnelle. Donc c'est la famille des artériopathies non athéromateuses, décrite initialement fin du 19e siècle, et puis c'est quasiment 100 ans plus tard qu'on a commencé à les opérer et les classer, avec une incidence qui est bien entendu extrêmement rare. Je vous passe les détails sur l'embryologie, parce qu'on a fait beaucoup de biochimie juste avant et vous avez déjà tout consommé comme glucose. Donc, l'artère poplitée, quand on prend en charge le piège poplité, ce sera un abord postérieur. Donc, c'est une vue anatomique postérieure de la fosse poplitée qui s'étend du canal des adducteurs au tiers distal de cuisse jusqu'à l'arcade du solaire, au tiers supérieur de jambe. C'est une forme de losange avec en médial supérieur les muscles de la patte doigt et le semi-membraneux, en latéral le biceps fémoral et puis en bas les muscles gastrocnémiens. L'artère circule dans la même gaine que la veine, verticalement, de haut en bas, passe en avant du muscle poplité, en arrière de l'arcade solaire, entre les chefs du muscle gastrocnémien. Le nerf tibial postérieur, lui, circule à la face latérale du paquet vasculaire. Donc, ceux qui se sont intéressés au piège poplité ont créé des classifications. L'une d'entre elles est celle dite de Whelan, donc décrite dans les années 60, avec, en fonction du passage de l'artère, par exemple en latéral par rapport au chef musculaire, ou carrément dans le chef musculaire. Donc plusieurs types d'anatomie, plusieurs types anatomiques différentes, classés de 1 à 4. Et puis, quand c'est aucun piège anatomique, on parle de piège fonctionnel. Donc piège fonctionnel, ça veut dire une anatomie normale, mais une compression qui est repérée à l'effort, voire même en post-effort. Donc le tableau clinique classique va être sensiblement le même que pour le syndrome de Loge. Ce sera souvent une pathologie d'hommes jeunes, de moins de 30 ans, bilatéraux dans 20% des cas seulement, avec des sports favorisant donc cyclisme, danse, natation, basket, handball, voire marche. Le symptôme typique, quand on parle de pathologie artérielle, c'est ce qu'on appelle la claudication, qui apparaîtra dans ces cas-là pour des efforts normalement soutenus, à titre de douleur vive, de crampes dans le mollet, et puis parfois au repos. Ça peut aussi apparaître seulement à la marche, et certains l'ont décrit apparaissant à la marche, disparaissant à la course. En fait, tout dépend de comment on va solliciter les masses musculaires. Bon, ça, c'est des descriptions très rares. La claudication est le seul symptôme qu'on retrouvera dans 70% des cas. Les symptômes atypiques peuvent être liés à une compression veineuse associée, donc avec une cyanose de la cheville, la partie distale de jambe, parfois un œdème. En cas de paresthésie, soit on sera dans un cas de presque ischémie liée à la compression, soit ça peut être une compression neurologique du nerf tibial postérieur au niveau de l'arcade du solaire.
Et puis, on peut aussi voir apparaître des troubles trophiques avec la cyanose ou modification cutanée. Et troubles trophiques dans les formes compliquées qu'on va voir juste après. Donc l'examen clinique en général au repos est normal, absence de comorbidité significative, sauf dans les formes compliquées. Là bien entendu, vous pourrez voir arriver des patients avec des formes évoluées de piège poplité. Les diagnostics différentiels à avoir en tête, donc tout d'abord l'athérosclérose, qu'on repérera par les facteurs de risque cardiovasculaire, la périostite, dont on va parler après, le syndrome de Loge chronique, dont on vient de parler, tout ce qui va être pathologie musculaire, contusion musculaire ou anomalie génétique, pathologie articulaire, et puis également le kyste adventitiel qui peut lui aussi venir déclencher une douleur élective en fausse poplité et non pas dans le mollet, mais l'irradiation peut donner une douleur dans le mollet, donc diagnostic à avoir en tête qu'on identifiera avec les examens complémentaires. Donc les formes compliquées existent, elles peuvent être dramatiques, elles peuvent être soit inaugurales, soit faire suite à une période de claudication qui aura été négligée par le patient, qui pourrait venir vous consulter avec des troubles trophiques distaux, type début de gangrène, voire en ischémie aiguë. Dans ces cas-là, ce sera lié à une complication sur l'artère, soit par sténose, soit par thrombose de l'artère poplitée. Et puis également, risque, en cas de pathologie anévrismale, d'embolisation du lit artériel d'aval, donc du caillot qui se forme dans le sac de l'anévrisme et qui finit par détruire tout le lit artériel au niveau du pied. Classiquement, si on essaye de faire la différence entre piège anatomique et piège fonctionnel, on pourra retrouver tous ces symptômes de complications dans le piège anatomique. Le piège fonctionnel, lui, laissant le patient tranquille au repos. Donc en cas de piège anatomique, c'est-à-dire même sans effort, les complications se mettent en place à bas bruit. Alors quelques images scanographiques préopératoires d'un piège poplité chez un jeune rugbyman d'une trentaine d'années qui était arrivé en ischémie aiguë. Donc là on voit un faisceau musculaire, c'est un angioscanner avec l'artère ici, la veine là, et un faisceau musculaire qui vient croiser entre veine et artère. Et quand on l'a disséqué, on voit que là il y a des fibres musculaires qui ont englobé l'artère, donc elle s'est développée en plein dans le muscle. On voit le clan qui était mis là pour la clamper. Donc voilà, une image d'anévrisme. On appelle ça un anévrisme, une dilatation post-sténotique, c'est-à-dire que les fibres musculaires viennent comprimer l'artère et elles se dilatent juste après l'effet de rétrécissement. Alors, vue péropératoire, là vous voyez difficilement, mais on voit le sac anévrismal. Et puis la reconstruction qui avait été faite avec un greffon veineux. Donc dans ce cas-là, on a dû enlever l'anévrisme et le remplacer. Donc les examens complémentaires vont venir confirmer l'intuition clinique que ce sera fait le médecin du sport. Attention aux faux négatifs et aux faux positifs avec tous les examens qu'on va voir. Dans l'arsenal, on a l'écho-doppler artériel, les imageries en coupe, et puis après, pour les diagnostics différentiels, la scintigraphie ou la pression des loges. Alors l'écho-doppler, l'examen de base, bilatéral et comparatif, il sera souvent normal au repos, sauf si on est dans un stade de complication. Et on fera faire, lors de la consultation, des manœuvres dynamiques aux patients. D'abord en décubitus dorsal, on ira chercher une abolition des flux. Et puis après, on le mettra sur le ventre et on posera la sonde d'un côté et on lui fera faire des manœuvres de pression sur la main, donc flexion plantaire contre résistance. L'idée, c'est de venir faire travailler les muscles qui sont juste au-dessus et de repérer le stop artériel en échographie. On peut également s'aider de manœuvres comme sur les pointes, ce qui est fait pour le syndrome de Loge également.
On peut avoir en écho-Doppler donc l'abolition du flux, mais aussi une simple démodulation, et puis ce que les doppléristes appellent une hyperémie post-ischémie, c'est-à-dire les muscles qui se regorgent de sang voilà, après la compression. L'échographie, au passage, permettra de repérer la compression artérielle et les éventuelles complications, sténose, anévrisme et thrombus. Et puis, on recherchera également les diagnostics différentiels comme le kyste adventitiel. L'échographie peut aussi mettre en évidence des lésions osseuses proches de l'artère, type ostéochondrome ou autres lésions osseuses qui pourraient venir comprimer l'artère. Alors l'imagerie en coupe, on va avoir le choix entre l'angio-IRM, l'angioscanner et en dernier recours l'artériographie. Bon, celle-ci on la fait plus trop, mais savoir qu'elle existe. Alors l'angioscanner, vous avez là en phase de compression les artères poplitées qui vont disparaître. On ne les voit plus en descendant. Là, on descend vers les jambes, on ne les voit plus. Et là, on avait en parallèle le comparatif en phase de repos. Et là, on voit l'artère qui descend normalement jusqu'en jambe. Donc, ce qu'on a vu au départ, c'était la perte du signal lors de la mise en compression. On peut également s'aider donc de l'angio-IRM qui est très précise pour étudier les faisceaux aberrants musculaires. Donc là, on voit un faisceau musculaire qui vient croiser le paquet artériel. Et en manœuvre dynamique également, l'IRM sera utile. Alors le traitement du syndrome de l'artère poplitée, on peut dire effectivement qu'en première intention, il est conservateur. Ça va être une modification, voire un arrêt de certains sports. Clairement, quand on veut le faire complètement, le traitement chirurgical nécessite un abord de haut en bas de toute l'artère poplitée, donc un abord en S dans le creux qui va être assez grand, et des cicatrices qui seront très souvent inesthétiques sur cette zone anatomique, parce qu'elles sont en tension en permanence et elles peuvent vite devenir kéloïdes. Donc, quand on a des jeunes femmes en consultation, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et qu'on leur explique que le traitement va nécessiter ce genre d'incision, en fait, ça fait réfléchir, et la réflexion a mené à pas de chirurgie, je vais modifier mes pratiques sportives. Elles faisaient beaucoup de handball à la ralentie, quoi. Mais quand même, chez les jeunes qui sont extrêmement gênés, ou chez ceux chez qui on dépiste un piège anatomique, eux, il faut fortement les orienter vers une chirurgie. Eh bien, ce sera un traitement en décubitus ventral, un abord postérieur qu'on dit en baïonnette. On repère le nerf tibial postérieur qu'on laisse sur le côté. On passe entre les chefs des muscles gastrocnémiens et on va venir rechercher l'artère et la disséquer sur toute sa hauteur. On viendra sectionner toutes les fibres musculaires ou tendons qui viendraient la croiser de manière anormale. Ça peut être parfois un petit peu surprenant de devoir sectionner un gros chef de gastrocnémia médial, mais c'est ce qu'il faut faire et ça soulage. Et puis on va aussi inciser les aponevroses et les périmysiums musculaires pour faire de la place pour les muscles pour qu'ils s'étendent autre part que vers les vaisseaux. Et puis dans certains cas, il faudra réaxer l'artère, donc la sectionner, la réimplanter ou la remplacer par un petit greffon de Vensafen qu'on viendra prendre sur le côté. La chirurgie peut être unie ou bilatérale d'emblée, à voir avec le patient. Voilà, à choisir avec le patient. Alors, résultats chirurgicaux, j'ai repris l'étude angevine qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ils ont d'abord fait un premier papier pour toute leur cohorte, donc sur 10 ans. Eux, leur filière, c'est le médecin du sport qui reçoit le patient, qui fait le diagnostic en éliminant tous les diagnostics différentiels. Au moindre doute, il va jusqu'à faire les prises de pression. Et en premier lieu, donc écho-Doppler, puis IRM dynamique.
voire angioscanner. Eux, c'est leurs habitudes. Ils poussent parfois à chercher l'artère poplitée, même avec un syndrome de Loge démontré. Et si le patient le désire, c'est rencontre avec le chirurgien pour expliquer les possibilités de traitement. En tout cas, la chirurgie se fait avec un examen d'imagerie qui est positif, pas seulement sur un Doppler. Médico-légalement, c'est un peu léger. Donc dans leur série, sur 10 ans, ils ont eu 38 patients, 60% d'hommes, et un peu plus de 2 ans d'errance médicale, en quelque sorte, entre le début des symptômes et le début de la prise en charge diagnostique. 80% des patients présentaient une claudication faible à modérée, 13% une claudication sévère, 5 patients avaient des douleurs de repos, et un patient dans la série a été pris en charge pour ischémie aiguë sur thrombose d'anévrisme. Ils ont opéré donc 38 patients, 67 membres, et donc ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'un des patients présentait un syndrome de Loge avec des pressions très élevées, mais aussi une imagerie typique de piège poplité. Il a d'abord été opéré de son piège poplité. Au niveau des examens complémentaires, pour l'IRM, ce n'était pas la plus sensible. 70% des patients avaient une IRM positive quand ils étaient symptomatiques. Ça laisse quand même 31% d'IRM négative. Pour autant, ça reste leur examen de choix pour la définition anatomique et l'absence d'injection d'iode et d'irradiation. L'IRM est parfois positif pour des membres qui sont asymptomatiques. L'angio-TDM, lui, dans leur série, était positif à chaque fois, chaque membre symptomatique. Ils avaient dans leur série chirurgicale une prépondérance de forme fonctionnelle avec 94% de forme fonctionnelle, et le reste était des pièges anatomiques. Donc une grosse disparité de positifs et négatifs, ce qui veut dire qu'il faut avoir vraiment l'intuition qu'il y a une compression artérielle et il faut aller la chercher jusqu'au bout. Pas s'arrêter à un seul examen. Quand ils ont fait cette étude et qu'ils revoyaient les patients tôt, c'est-à-dire à 3 mois, consultation classique, 22 patients, soit 60%, ne présentaient plus de symptômes, ce qui veut dire qu'il y en avait encore qui étaient symptomatiques, mais seulement 33% avaient repris le sport à ce moment-là. Donc peut-être qu'ils les revoyaient trop tôt dans leur série. Soit ils n'avaient pas repris le sport parce qu'ils attendaient d'être opérés de l'autre côté, soit ils avaient souvent une complication cicatricielle. Ils attendaient le chirurgien pour savoir s'ils pouvaient reprendre. Principale complication, c'est le retard ou le défaut de cicatrisation. Ils ont sorti un deuxième papier, donc là ils sont intéressés essentiellement uniquement aux pièges fonctionnels, et ils ont appelé les patients jusqu'à 3 ans après pour savoir où est-ce qu'ils en étaient de leur reprise sportive. Ils ont utilisé une échelle de qualité de vie du sportif avec des questions toutes simples, et ils ont demandé quels étaient leurs symptômes avant d'avoir le syndrome de l'artère poplitée piégée, donc bien avant de commencer à avoir mal. Ils leur ont demandé également le niveau juste avant de se faire opérer et puis le niveau au moment de l'appel. Bon, les biais de cette étude, bien entendu, c'est son caractère rétrospectif. Quand on appelle 3 ans après, on peut facilement oublier le niveau, l'intensité des douleurs initiales. Certains n'avaient pas repris le sport pour d'autres motifs. Et puis c'est une échelle qui n'est pas validée stricto sensu pour ce type de pathologie. Donc leurs résultats, les voici. Ça, ce sont les niveaux avant d'avoir la symptomatologie. La pratique sportive chute significativement au moment où ils se font diagnostiquer et opérer. Et puis après, ils remontent de manière significative, mais il reste quand même une différence entre le niveau initial et le niveau après chirurgie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit dire aux patients, c'est que vous allez pouvoir reprendre le sport, ça va prendre du temps, mais vous reviendrez difficilement à votre niveau initial, parce que ça fait, quand on les voit, ça fait déjà 2 ans qu'ils ne font plus de sport à fond, ils se sont déconditionnés, et puis il peut y avoir des séquelles musculaires liées à l'ischémie sportive. Donc en conclusion, c'est une pathologie du sujet jeune
Un diagnostic pas forcément évident, on pense au diagnostic différentiel des éliminés. Preuve par l'imagerie en coupe, voire l'artério, pourquoi pas, mais vraiment dernier recours. La chirurgie est efficace, mais il faut évaluer son impact par l'utilisation d'échelles de qualité de vie. Merci. Vous avez 20 minutes. C'est superbe, c'est top.